En 10 ans, elle est passée de complète inconnue à superstar mondiale. On la met dans les gâteaux, dans les smoothies, dans les poils, dans les cheveux, sur la peau, dans le café et même sur les dents. Certains l'appellent l'huile la plus saine du monde. Des best-sellers entiers lui sont consacrés. Des millions de vidéos en vantent les vertus. Et puis, en 2017, une professeure de Harvard la qualifie publiquement de pur poison. L'American Heart Association publie un rapport conseillant formellement de limiter sa consommation. Des nutritionnistes du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Alors, qui a raison ? L'huile de coco est-elle le miracle qu'on nous vend ? Un super aliment aux propriétés quasi magiques ? Ou est-elle un mensonge marketing, une mode alimentaire construite sur des études détournées et du greenwashing tropical ? La réponse, comme souvent, est quelque part entre les deux. Et elle mérite bien plus qu'un titre accrocheur. Aujourd'hui, on prend l'huile de coco, on l'ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans. Vraiment. Et on vous donne toutes les clés pour décider par vous-même. Avant de parler de l'huile, parlons du fruit. Parce que la noix de coco est un des fruits les plus extraordinaires de la nature. Et le comprendre, c'est déjà comprendre pourquoi elle fascine autant. Le cocotier, Cocos nucifera, est surnommé l'arbre de vie dans les cultures tropicales. Et ce surnom n'est pas usurpé. Un seul cocotier peut fournir de la nourriture, de la boisson, du combustible, du matériau de construction, de la fibre textile et de l'huile. Chaque partie de l'arbre est utilisable. Les populations côtières d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Afrique vivent avec et par le cocotier depuis des millénaires. La noix elle-même est un concentré de ressources. Sous la coque dure, on trouve la chair blanche, dense, grasse, parfumée, et l'eau de coco, ce liquide clair et légèrement sucré contenu à l'intérieur du fruit. Attention à ne pas confondre les deux, l'eau de coco et le lait de coco sont deux choses totalement différentes. L'eau, c'est le liquide naturel du fruit. Le lait, c'est le résultat du pressage de la chair avec de l'eau. Et l'huile, c'est la matière grasse extraite de cette même chair. Aujourd'hui, les principaux producteurs de noix de coco sont l'Indonésie, les Philippines et l'Inde. À eux trois, ils représentent environ 70% de la production mondiale. Ce sont des millions de petits agriculteurs, souvent sur de minuscules parcelles, qui grimpent aux arbres ou récoltent les noix tombées au sol. L'image de la plage paradisiaque est séduisante. La réalité du travail l'est beaucoup moins. Et c'est à partir de cette chair blanche et grasse qu'on va obtenir l'huile qui fait tant parler. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes, parce qu'il n'y a pas une huile de coco. Il y en a plusieurs, fabriquées de manière très différente. Et cette différence change tout, le goût, la composition et même les effets potentiels sur la santé. Première filière, l'huile de copra, dite huile de coco raffinée. Le copra, c'est la chair de la noix de coco séchée. On la fait sécher au soleil, parfois à la fumée, pendant plusieurs jours. Le problème, c'est que ce séchage est souvent réalisé dans des conditions rudimentaires. Le copra peut moisir, se contaminer, rancir. Le résultat brut est une huile jaune-brun, à l'odeur forte, impropre à la consommation en l'état. Pour la rendre utilisable, on la raffine. On la dégomme, on la décolore avec des argiles, on la désodorise à la vapeur, sous vide. À la sortie, on obtient une huile blanche, neutre, sans goût, sans odeur. Un produit industriel standardisé. C'est cette huile qu'on retrouve dans la grande majorité des produits transformés, des cosmétiques bon marché et des pots premier prix. Deuxième filière, l'huile de coco vierge, pressée à froid. Ici, on part de la chair fraîche, pas du copra séché. La chair est râpée, puis pressée mécaniquement à basse température, ou bien le lait de coco est extrait, puis centrifugé, pour séparer l'huile de l'eau. Aucun solvant chimique, aucun raffinage. Le résultat est une huile blanche, solide en dessous de 24 degrés, au parfum délicat de noix de coco, qui conserve l'ensemble de ses composés, polyphénol, tocophérol, acides gras intacts. La différence entre ces deux huiles, c'est un peu comme la différence entre un jus d'orange fraîchement pressé et un jus d'orange concentré reconstitué. Techniquement, les deux contiennent du jus d'orange. En pratique, ce ne sont pas les mêmes produits. Et c'est une distinction cruciale, parce que la plupart des études qui critiquent l'huile de coco ont été menées avec de l'huile raffinée. Et la plupart des études qui la glorifient concernent l'huile vierge. Quand on mélange tout, on ne comprend plus rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le débat public.
Retenez donc cette première clé. Quand on dit huile de coco, il faut toujours demander laquelle. Maintenant, ouvrons la bouteille et regardons ce qu'elle contient. Parce que c'est ici que le débat se crispe. L'huile de coco est composée à environ 82% de graisse saturée. 82%. C'est plus que le beurre, qui en contient environ 63%. C'est plus que le saindoux. C'est l'une des huiles les plus riches en graisses saturées du monde végétal. Et les graisses saturées, dans le discours nutritionnel dominant depuis les années 1960, ce sont les méchantes. Celles qui bouchent les artères, qui font monter le cholestérol, qui causent les maladies cardiovasculaires. C'est du moins ce qu'on nous a martelé pendant un demi-siècle. Donc logiquement, l'huile de coco devrait être un poison. Fin de la vidéo. On peut rentrer chez soi, sauf que ce n'est pas si simple. Parce que toutes les graisses saturées ne se ressemblent pas. Et c'est là que l'huile de coco a une particularité qui la distingue de presque toutes les autres graisses. L'huile de coco est exceptionnellement riche en acides gras à chaîne moyenne, qu'on appelle aussi TCM, triglycérides à chaîne moyenne. Son composant principal est l'acide laurique, qui représente à lui seul environ 48% de sa composition. Pourquoi est-ce important ? Les acides gras à chaîne longue, ceux qu'on trouve dans le beurre, la viande, le fromage, empruntent un chemin métabolique complexe. Ils passent par le système lymphatique, sont transportés par des lipoprotéines et circulent longuement dans le sang avant d'être utilisés ou stockés. Les acides gras à chaîne moyenne, eux, prennent un raccourci. Ils sont absorbés directement par l'intestin, transportés vers le foie par la veine porte et convertis rapidement en énergie. Ils ont moins tendance à être stockés sous forme de graisse corporelle. C'est cet argument qui a alimenté toute la hype autour de l'huile de coco. Ces graisses saturées ne se comporteraient pas comme les autres. Elles seraient brûlées plutôt que stockées. Elles boosteraient le métabolisme, elles aideraient à perdre du poids. Mais, et c'est un mais important, l'acide laurique a un statut ambivalent dans la communauté scientifique. Sa chaîne de 12 carbone le place à la frontière entre les acides gras à chaîne moyenne et ceux à chaîne longue. Certains chercheurs le classent dans les TCM, d'autres non. Et selon la classification, les conclusions changent. Les études qui ont démontré les bénéfices des TCM, combustion rapide, effet thermogénique, ont souvent utilisé une huile de TCM purifiée, qui contient principalement de l'acide caprylique, C8, et caprique C10, mais très peu d'acide laurique. Autrement dit, les effets brûle-graisse prouvés ne sont pas forcément transposables à l'huile de coco telle qu'elle. Extrapoler les résultats de l'huile de TCM, concentrée à l'huile de coco du supermarché, c'est comme dire qu'une orange a les mêmes effets qu'un comprimé de vitamine C à haute dose. Le composant est présent, mais pas dans les mêmes proportions ni la même forme. Une chose est établie cependant, l'huile de coco fait monter le cholestérol. Le total est le LDL, le mauvais. Mais elle fait aussi monter le HDL, le bon, plus que le beurre, plus que la plupart des graisses saturées animales. Et c'est cet effet sur le HDL qui rend les conclusions si difficiles à trancher. Augmenter le cholestérol total est habituellement mauvais signe. Mais augmenter le HDL est habituellement bon signe. Et l'huile de coco fait les deux en même temps. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut en conclure. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'huile de coco n'est pas un poison. Mais ce n'est pas non plus un médicament. Pour comprendre le phénomène huile de coco, il faut comprendre l'histoire rocambolesque des graisses dans l'alimentation. Et c'est une histoire de lobbying, de science instrumentalisée et de balancier marketing. Dans les années 1950, le chercheur américain Ancel Keys publie une hypothèse qui va dominer la nutrition pendant un demi-siècle. Les graisses saturées causent les maladies cardiovasculaires. Son étude des 7 pays semble le prouver. Le message devient un dogme. Graisse saturée égale danger. Ce que Keys ne disait pas, ou ne voyait pas, c'est que ces données étaient sélectives. Il avait exclu les pays qui ne correspondaient pas à sa théorie. Mais peu importe. Le mouvement est lancé. Les gouvernements, les agences de santé, les industries agroalimentaires s'alignent. Le gras est l'ennemi. Le sucre est ignoré. Et qui profite de cette guerre aux graisses saturées ? Les producteurs d'huile végétale insaturée, soja, maïs, colza. Aux États-Unis, l'American Soybean Association mène des campagnes agressives contre les huiles tropicales. Dans les années 1980, elle finance des publicités pleine page dans les journaux, accusant l'huile de coco et l'huile de palme de boucher les artères de l'Amérique. L'huile de coco disparaît des cuisines occidentales. Les industries se tournent vers les huiles de soja, de maïs et vers les graisses hydrogénées,
les fameuses graisses trans, dont on découvrira bien plus tard qu'elles sont infiniment plus dangereuses que toute graisse saturée naturelle. Ironie cruelle. En diabolisant l'huile de coco, on l'a remplacée par quelque chose de pire. Puis, au tournant des années 2000, le vent tourne. Les graisses trans sont enfin reconnues comme nocives et progressivement interdites. Les certitudes sur les graisses saturées vacillent. De nouvelles études suggèrent que le lien entre graisses saturées et maladies cardiaques n'est pas aussi direct qu'on le pensait. C'est dans ce contexte de remise en question que l'huile de coco fait son grand retour. Des livres, des blogs, des influenceurs bien-être s'en emparent. Elle coche toutes les cases du marketing sain, naturel, végétal, exotique, utilisable en cuisine et en cosmétique. En quelques années, les ventes explosent. Entre 2012 et 2018, le marché mondial de l'huile de coco est multiplié par 5. Et comme souvent, le balancier va trop loin dans l'autre sens. L'huile de coco passe du statut de paria à celui de panacée universelle. On lui attribue des vertus contre Alzheimer, contre le diabète, contre l'obésité, contre les infections. Des affirmations qui, pour la plupart, reposent sur des études préliminaires, des extrapolations hasardeuses ou simplement du bouche à oreille numérique. La vérité, c'est que l'huile de coco n'a été ni le poison qu'on décrivait dans les années 80, ni le miracle qu'on vend aujourd'hui. Elle a été, tour à tour, la victime et la bénéficiaire de la même logique, celle du sensationnalisme. Faisons le point, calmement, étude par étude, affirmation par affirmation. L'acide laurique a des propriétés antimicrobiennes. C'est vrai, in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, dans des boîtes de pétri, l'acide laurique et son dérivé, la monolaurine, ont démontré une activité contre certaines bactéries, certains virus et certains champignons. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'acide laurique est présent naturellement dans le lait maternel humain. Il protège le nourrisson. Mais attention à l'extrapolation. Ce qui fonctionne dans une boîte de pétri ne fonctionne pas forcément de la même manière dans un corps humain qui mange une cuillère d'huile de coco sur sa tartine. Les doses, le métabolisme, la biodisponibilité changent tout. L'huile de coco augmente le HDL, c'est vrai aussi. Plusieurs études randomisées l'ont confirmé. L'huile de coco élève le bon cholestérol davantage que la plupart des autres graisses. C'est un point en sa faveur. L'huile de coco aide à perdre du poids. C'est nuancé. Quelques études de petite taille ont montré un effet modeste sur la satiété et la dépense énergétique. Mais les résultats sont incohérents d'une étude à l'autre, et les effets sont faibles. Aucune étude de grande envergure n'a démontré que remplacer votre huile habituelle par de l'huile de coco vous fera perdre du poids de manière significative. C'est une extrapolation marketing, pas une conclusion scientifique. L'huile de coco protège contre Alzheimer. C'est très préliminaire. L'idée vient du fait que les corps cétoniques, produits quand le foie métabolise les TCM, pourraient fournir un carburant alternatif au cerveau, quand celui-ci n'utilise plus le glucose correctement, comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer. C'est une hypothèse intéressante, étudiée dans le cadre de régimes cétogènes médicaux. Mais affirmer que manger de l'huile de coco prévient Alzheimer est un raccourci irresponsable. La recherche n'en est pas là. L'huile de coco est meilleure pour le cœur que le beurre. C'est faux, ou du moins non démontré. La méta-analyse la plus complète à ce jour, publiée dans la revue Circulation en 2020, conclut que l'huile de coco augmente le LDL cholestérol de manière significative par rapport aux huiles insaturées, comme l'huile d'olive, de colza ou de tournesol. Elle fait mieux que le beurre sur le HDL, mais pas suffisamment pour compenser l'augmentation du LDL d'un point de vue cardiovasculaire global. L'huile de coco est la plus saine du monde. C'est faux. Si on ne devait garder qu'une seule huile pour la santé cardiovasculaire, le consensus scientifique actuel pointe vers l'huile d'olive, extra vierge, soutenue par des décennies de données robustes, issues de l'étude du régime méditerranéen. L'huile de colza, riche en oméga 3, est également très bien placée. Le résumé honnête, l'huile de coco n'est pas un poison. Elle a des propriétés intéressantes, mais elle n'est pas non plus le super aliment que les réseaux sociaux décrivent. La consommer avec modération, en complément d'autres matières grasses de qualité, huile d'olive, colza, noix, c'est parfaitement raisonnable. En faire sa graisse principale et unique, c'est ignorer l'essentiel de ce que la science nous dit. Et c'est maintenant qu'on arrive à ce qui intéresse les cuisiniers et les pâtissiers. Parce qu'au-delà du débat santé, l'huile de coco a des qualités culinaires indéniables. Et les ignorer serait dommage. Première caractéristique,
son point de fusion. L'huile de coco vierge est solide en dessous de 24 degrés et liquide au-dessus. Ce comportement unique permet des textures qu'aucune autre huile végétale ne peut offrir. En pâtisserie végane, elle remplace le beurre avec une efficacité remarquable. Elle donne du croquant aux barres de céréales, du fondant aux truffes, au chocolat, de la tenue au cheesecake sans cuisson. Deuxième caractéristique, son point de fumée. L'huile de coco vierge a un point de fumée d'environ 175 degrés. C'est suffisant pour une cuisson douce à la poêle, un sauté de légumes ou un wok à feu moyen. Mais pour une friture à haute température, elle n'est pas idéale. L'huile d'arachide ou de tournesol autoléique feront mieux. L'huile de coco raffinée, elle, a un point de fumée plus élevé, environ 230 degrés, ce qui la rend plus polyvalente en cuisson forte, mais elle perd son arôme. Troisième caractéristique, son goût, et c'est là que tout se joue. L'huile de coco vierge a un parfum délicat, floral, légèrement sucré. Ce goût est une bénédiction dans certains plats et une malédiction dans d'autres. Là où elle brille, les currys, elle est la matière grasse traditionnelle des cuisines thaïlandaises, indiennes du sud et sri-lankaises. Les pâtisseries au chocolat, le coco et le cacao s'adorent. Les granolas et bars énergétiques. Les smoothie bowls. Le popcorn, une révélation. Essayez. Et les marinades pour poissons ou crevettes, avec du lait de coco, du citron vert et de la citronnelle. Là où elles gênent, les vinaigrettes, elles figent au réfrigérateur et laissent un goût parasite. Les plats français classiques, un gratin dauphinois à huile de coco, c'est une hérésie. Et tout plat où le goût de coco n'a rien à faire. Astuce de chef. Pour bénéficier de la texture de l'huile de coco, sans son goût, utilisez de l'huile de coco désodorisée, raffinée. C'est un compromis pragmatique en pâtisserie quand on veut le résultat technique sans la saveur tropicale. Certains pâtissiers véganes ne jurent que par ça pour leur gâteau d'anniversaire. On ne peut pas parler d'huile de coco sans évoquer ses usages cosmétiques, parce que c'est peut-être là que son succès est le plus justifié. En soins capillaires, l'huile de coco est l'un des rares corps gras dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Science a montré que l'huile de coco, grâce à la petite taille de sa molécule d'acide laurique, pénètre la fibre capillaire mieux que l'huile minérale ou l'huile de tournesol. Elle réduit la perte en protéines du cheveu, le rend plus fort, plus brillant. En masque avant shampoing, appliqué sur les longueurs pendant 30 minutes à une nuit entière, elle fait des merveilles. En soins de la peau, c'est un excellent hydratant corporel. Émolia, non comédogène sur le corps, agréablement parfumé. En revanche, sur le visage, prudence. L'huile de coco est comédogène, elle peut boucher les pores et provoquer des boutons chez les peaux mixtes à grasse. Si votre peau est sèche et peu sujette à l'acné, elle peut convenir. Sinon, tournez-vous vers le jojoba, l'amande douce ou le squalane. Le oil pulling, cette pratique qui consiste à se rincer la bouche avec une cuillère d'huile de coco pendant 15 à 20 minutes, est populaire dans la sphère bien-être. Quelques études préliminaires suggèrent un effet modeste sur la plaque dentaire et les bactéries buccales. Mais aucun dentiste ne vous dira que ça remplace le brossage de dents. C'est un complément possible, pas un substitut. En résumé, en cosmétique, l'huile de coco a de vraies qualités, soutenue par un minimum de science. C'est peut-être là qu'elle mérite le plus sa réputation. On parle beaucoup de l'huile de palme et de ses ravages écologiques. Mais qu'en est-il de sa cousine tropicale, l'huile de coco ? La bonne nouvelle, c'est que la culture du cocotier est globalement moins destructrice que celle du palmier à huile. Les cocotiers poussent souvent dans des systèmes agroforestiers mixtes, le long des côtes, mélangés à d'autres cultures. La monoculture intensive de cocotiers existe, mais elle est bien moins répandue que les immenses plantations de palmiers à huile en Indonésie et en Malaisie. La mauvaise nouvelle, c'est que le boom de la demande mondiale crée une pression croissante. Les prix ont augmenté, ce qui pousse certains producteurs à défricher de nouvelles terres. Et le rendement du cocotier est faible. Il produit beaucoup moins d'huile par hectare que le palmier à huile, ce qui signifie qu'il faut plus de surface pour produire la même quantité d'huile. Si la demande continue d'augmenter, l'impact foncier pourrait devenir problématique. Il y a aussi une controverse spécifique, l'utilisation de singes dressés pour récolter les noix de coco en Thaïlande. Des macaques à queue de cochon, capturés puis entraînés, grimpent aux arbres pour cueillir les noix. Des enquêtes de l'association PETA ont révélé des conditions de captivité et d'exploitation préoccupantes. Plusieurs enseignes britanniques et américaines
ont retiré de leurs rayons les produits issus de cette pratique. Si ce sujet vous préoccupe, cherchez des marques qui affichent la mention No Monkey Labor ou qui sourcent leur huile aux Philippines ou en Indonésie, où cette pratique est peu répandue. Côté social, la filière coco fait vivre environ 12 millions de petits producteurs dans le monde. Beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté. Les intermédiaires captent l'essentiel de la valeur. Un producteur philippin gagne en moyenne moins de 2 dollars par jour grâce à ses noix de coco. Comme pour le chocolat, comme pour le miel, comme pour le sucre, le choix du consommateur a un impact. Privilégier les huiles de coco certifiées, commerce équitable, Fairtrade, Fair for Life, qui garantissent un prix minimum aux producteurs et des conditions de travail décentes. Elles coûtent quelques euros de plus, mais ces euros vont là où ils comptent. Quelques faits pour briller à table ou devant un pot d'huile de coco. 1. La noix de coco n'est ni une noix, ni un fruit à coque au sens botanique. C'est une drupe, la même catégorie que la pêche, la cerise ou l'olive. Une coque dure entourant une graine, elle-même entourée d'une chair. Les personnes allergiques aux fruits à coque, noix, amandes, noisettes, ne sont généralement pas allergiques à la noix de coco. Mais consultez un allergologue si vous avez un doute. 2. Le mot coco viendrait du portugais coco, qui signifie fantôme ou tête de mort. Les explorateurs portugais du XVIe siècle trouvaient que les 3 trous sombres à la base de la noix ressemblaient à un visage grimaçant. Charmant. 3. Un cocotier peut vivre jusqu'à 100 ans et produire entre 50 et 200 noix par an. Mais les arbres les plus productifs sont jeunes, entre 15 et 45 ans. Après, le rendement diminue. Or, dans de nombreux pays producteurs, les plantations sont vieillissantes. L'âge moyen des cocotiers aux Philippines dépasse 50 ans. Un problème de renouvellement majeur. 4. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique, l'eau de coco a été utilisée en urgence, comme solution de perfusion intraveineuse pour les soldats blessés. Sa composition en électrolytes est suffisamment proche du plasma sanguin pour que cela fonctionne en situation désespérée. Ce n'est pas recommandé en temps normal, mais c'est arrivé. Et 5. L'île des Seychelles abrite le coco de mer, la plus grosse graine du monde végétal, pouvant peser jusqu'à 25 kg. Elle n'a aucun rapport avec le cocotier classique, mais son nom prête souvent à confusion. Et sa forme est suffisamment suggestive pour qu'on la surnomme le coco-fesse. Alors, miracle ou mensonge, ni l'un ni l'autre. L'huile de coco est un bon produit, avec de vraies qualités culinaires et cosmétiques. Son goût est unique. Sa texture est irremplaçable en pâtisserie végane. Ses propriétés capillaires sont réelles. Et sa composition en acides gras, si elle est atypique, n'en fait pas un danger pour autant. À condition de ne pas en faire sa graisse exclusive. Ce qui est un mensonge, en revanche, c'est de la présenter comme un remède universel. Comme un aliment magique qui brûle les graisses, guérit les maladies et remplace toutes les autres huiles. Ça, c'est du marketing. Et le marketing, ça n'a jamais nourri personne. La vérité, comme souvent, se trouve dans l'équilibre. Une cuillère d'huile de coco dans un curry. Un filet d'huile d'olive sur une salade. Un peu de beurre dans un gâteau. De la diversité, de la modération et du plaisir. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez l'huile de coco? Et si oui, en cuisine, en cosmétique ou les deux? Je suis curieux de connaître vos habitudes. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la autour de vous. Et si vous voulez découvrir les secrets d'un autre ingrédient, abonnez-vous. Ici, on explore l'extraordinaire dans l'ordinaire. Un grain de savoir par jour et vous ne verrez plus jamais votre cuisine de la même façon.